Salut Arthur, Salut, comment ça va? ça va tranquille. Pour le podcast, on s'est croisés, on se connaissait pas, dans la salle à Orlando. Ouais. Parce que là, actuellement, on est à Orlando pour le Mister Olympia. Et direct, on a eu un bon feeling et du coup, on s'est dit que ce serait cool de faire un épisode de podcast. Donc, bienvenue sur le podcast Uncut. Merci. Ça va être un épisode qui est vachement différent d'habitude parce que d'habitude, je prépare tous mes podcasts. Je prépare mes questions à l'avant. Je me renseigne bien sur l'invité. Et là, j'ai aucune question. On a parlé pendant 2 heures avant, on a fait une séance. Bref, rien n'est organisé, mais on a quand même plein de sujets à discuter ensemble, donc ça va être vraiment cool. Déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, vu qu'ils n'entendent que le son de ta voix, je te laisse te présenter. Alors moi c'est Arthur, j'ai 31 ans. J'habitais en France, maintenant j'habite en Espagne depuis 1 an. Je m'entraîne depuis... Alors du sport j'en fais depuis que j'ai 4 ans. J'ai commencé par de l'escrime. Après j'ai été jeune sapeur-pompier de mes 11 ans à 16 ans. Donc du coup je faisais beaucoup de courses à pied, de gymnastique, du sport en tout genre. Après j'ai continué à faire beaucoup de courses à pied. Beaucoup de traction, de cordes, parce que du coup c'est important pour les pompiers. J'ai commencé à vouloir... à la base je voulais rentrer comme pompier professionnel, mais il y avait plus... les concours étaient fermés à l'époque. Donc du coup je me suis entraîné pour rentrer dans les forces spéciales de l'armée de terre. Et c'est comme ça que j'ai commencé la muscu. Donc j'ai commencé à 18 ans. Je m'entraînais comme une merde. Je faisais que du dos. C'est pour ça que t'as un gros dos? Je fais des tractions depuis que j'ai 11 ans. Ouais. Et je pense que ça m'a aidé. Après, mon père a un gros dos en faisant rien du tout. Donc C'est une de cette famille. il y a la génétique qui entre en compte. Je me suis entraîné pour l'armée. Je faisais beaucoup de dos. Je m'en rappelle, j'avais gagné mon premier abonnement de musculation dans une salle de musculation sur Énergie, la radio. Mais t'as fait comment? Je sais pas, j'avais envoyé un SMS pour un jeu à la con et j'avais gagné 2 mois d'abonnement dans une salle. Donc toi, t'es la preuve vivante que ces jeux-là, c'est pas du fake. Non, et j'avais gagné 2 mois d'abonnement dans une salle à côté de là où je travaillais à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, je suis rentré à l'armée. Donc du coup, la muscu, au début, pendant les stages, il y a 1 an et demi, 2 ans de stage hardcore où t'as pas le temps. Je ressemblais à rien. Vu que je mangeais pas beaucoup, j'étais maigre gras. Ok. Comme moi? Non, pire. Non. Non, avec des gros joues, etc. T'aurais dû dire non, mieux, comme ça, les gens, ils auraient... On m'a appelé Amtaro pendant un Ok. petit temps. Ouais. On m'appelle toujours comme ça d'ailleurs, parce que j'ai toujours des joues. Et ça m'a beaucoup touché, donc du coup je me suis mis plus dans le sport, etc. en essayant que les gens n'aient plus cette image. Bon, ça marche pas parce que j'ai toujours des gros joues. Mais Mets tes stocks, au moins. T'as converti. ça compte. Et après je me suis vraiment mis dedans. Après ma blessure, j'ai fait du football américain. Ouais. Je me suis blessé à l'épaule. Et j'ai voulu être plus performant au football américain. Du coup, je me suis entraîné en muscu pour être plus performant au football américain. J'ai vu que ça m'a saoulé les sports d'équipe parce que c'était du copinage et que t'as beau être bon, il y en a d'autres, en fait, ils sont juste amis avec le coach et du coup, ils arrivent juste pour les matchs, ils sont totalement bourrés. Ok. Et alors que moi, je m'entraînais pour être... je m'entraînais comme un joueur de la NFL en salle de sport pour être un bon joueur, tu vois. Mais vu que je suis solitaire, etc., ça marchait moins bien avec les coachs, etc. Donc ça m'a saoulé les sports d'équipe. Donc je me suis tourné vers le body. Je me suis aussi mis à cause des femmes de mon deck. On avait regardé Magic Mike. Ouais. Et elle m'avait dit « Ah, il est bien lui, l'acteur principal là ». Et du coup je me suis dit « Vas-y, je vais être musclé et sec ». Mais C'est con, mais c'est comme ça que ça a commencé. et au final, tu te retrouves en slip sur une scène. C'est ça. Et à la fin, du coup maintenant, je vis de ça, je fais du coaching. Ma vie, c'est... mon travail tourne autour de la muscu. Donc voilà, c'est tout bête, mais ça a commencé par ça. Mais du coup, si on parle de bodybuilding, là, donc, le contexte de ta présence ici, c'est l'Olympia amateur. Ouais. T'as fait quoi comme compétition de body et aussi quel caté? Alors j'ai commencé par Musclemania en fitness model. Ouais. C'était en quelle année ça? 2014, 2015. Ça fait quand même très longtemps que t'es dans le body. Ouais. J'ai commencé petit à petit. J'avais fait 10e sur 45. Ouais. J'ai fait Musclemania, il y avait beaucoup de monde. La deuxième, j'avais fait Classique Physique Musclemania l'année d'après. J'avais fait 2e. Après, j'avais fait IFBB France en main classique, parce que ça n'existait pas encore Classique Physique. J'avais fait 3e. J'ai toujours fait des top 5 en fait, à part là cette année. Mais j'ai fait ça, j'ai fait GP des Volcans, GP des Pyrénées,
Coupe de France. T'as fait énormément de compétitions. Ouais. Ce qui m'a toujours manqué, c'est la condition. Je suis un gros feignant et je suis totalement. Je me repose sur mes acquis et je sais que c'est totalement bête. C'est possible pour toi d'avoir une carte pro dans les prochaines années? Si je me sors les doigts du cul, désolé. C'est ce que tu vises? Ouais. Ouais. Si je pense que je peux l'avoir si j'arrive à avoir la condition. Après, c'est ce que toujours les juges m'ont dit, que j'étais un abruti parce que j'avais la chance d'avoir une assez bonne ligne, mais que du coup je me reposais sur mes acquis et que j'avais pas la condition. Ça, je le sais, j'en suis conscient. Il faut vraiment que je me mette là-dessus et je sais que je peux peut-être pas avoir la carte pro, mais m'en rapprocher assez aisément. Parce que de dos, je sais que sur toutes les compètes que j'ai fait, j'ai quasiment toujours été le plus gros dos et le mieux en termes global. Ouais. Et on dit que les compètes se gagnent de dos, mais C'est vrai. se gagnent de sèche de dos. C'est plus ça que je dirais. Je pense que ça peut le faire, mais il faut que je me mette sur la condition plus que sur le volume, etc. Le volume n'a jamais été un problème. J'ai toujours été plus léger que dans toutes les catégories. Et j'ai toujours été quasiment le plus volumineux. Donc ça, c'est pas le problème. Donc à l'heure actuelle, là, mon projet, c'est de continuer à sécher petit à petit, comme je sais le faire, en mangeant quand même relativement et sans avoir sans avoir faim, et le faire sur plus longtemps pour arriver à avoir une définition extrême et arriver à mes objectifs. Moi, il y a un sujet attends, qui m'intéresse, qui est super intéressant. Tu parles de sèche, tu parles de tout ça. On est d'accord, on peut le dire à tout le monde, tu ne manges pas que du poulet, du brocoli et du riz. Ok. Non, moi je mange. J'ai essayé. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Ah non. Tu vois ce que je veux dire? Je ne mange pas que ça. Tu n'es pas bio. Non, je ne suis pas bio. Du coup, là, on est à Orlando, encore une fois. Olympia amateur, pas bio. Tu viens d'Europe. Comment tu fais? Comment tu ramènes? Quand tu arrives, si tu gères bien, avant la dernière semaine de la compète, tu arrêtes tout ce qui est injection. Ouais. Donc pas de seringue. Non, donc du coup, il te reste que des oraux. Ok. Et du coup, tu mets ça avec tes BCA et tes vitamines C, tes gélules d'artichaut. Contrebande. C'est ça, en fait, tu évites d'avoir le sachet, mais comme c'est des cachets, tu peux pas savoir ce que c'est vraiment. Ok. Et du coup, tu mets ça dans ta boîte à cachets et tu viens, comme tu viens avec tes BCA, ton arginine, etc., tu mets dedans. Et après, je pense que s'il y a un contrôle, c'est comme tout, hein, il y a des milliers de choses qui passent par les avions, qui passent par la mer, qui passent partout. Et c'est petit bonheur à la chance. Et tu t'es pas flippé au moment où tu fais ça? Si, totalement. Parce que là, t'arrives, t'es sur le tapis, tu poses ta petite valise et tu... Ah non, c'est pas sur le tapis, c'est surtout là, Tu mets en quand tu arrives aux États-Unis, que tu donnes ton passeport et qu'il te dit je vais prendre tes empreintes digitales. Et tu te dis comment ça se passe derrière. Ouais, qu'est-ce que tu risques? Ouais, la prison. Ah, carrément. Tout ce qui est. Alors, ça dépend des États, je pense. Aux États-Unis en tout cas. Mais tu as des États où tu as le droit d'avoir, mais pas de vendre ni d'acheter. Ok. Comme le Canada. Ouais. Au Canada, tu as le droit d'avoir, d'utiliser, mais pas d'acheter ni de vendre. Donc ça dépend. Mais en fait, si tu es comme en France, c'est de l'utilisation frauduleuse de la médecine, en gros, des médicaments. Donc c'est pire que d'utiliser des drogues comme de la cocaïne, etc. Parce que c'est... et si tu en vends, c'est de la vente de médicaments, c'est pas de la vente de drogue, donc c'est encore pire que tout ça. Donc oui, après ça dépend du volume, etc. Hein. Mais il y a quand même des grosses amendes et des possibilités de prison. Hein. Parce que moi, je suis ultra choqué parce que la Floride, ils sont au courant de ce qui se passe aujourd'hui, enfin de ce qui se passe cette semaine. Ils sont au courant des loustiques, je pense qu'ils les ont vu passer comme nous. Ils doivent se douter que ça mange pas que du poulet bio. C'est ça, oui, avec les diurétiques, t'as pas le droit d'en avoir si t'as pas une ordonnance. Donc après, si t'as un bon médecin qui te fait l'ordonnance, tu peux, mais... Parce que moi, je pensais justement que les athlètes venaient avec rien et que sur ce genre de compétition, il y avait des contacts. Je pense. Après, je pense que si t'as des gros contacts, et je pense que les Olympias, les coachs ici, peuvent trouver facilement. Après, c'est toujours compliqué. Par exemple, même si je voulais en trouver, là, il faudrait que je trouve quelqu'un qui habite ici, qui a du stock ici, pas passer commande ou prévoir d'avant. En fait, les pros, en amateur, c'est peut-être plus difficile. Les pros, ils ont peut-être plus de contacts. Ouais, je pense que c'est ça. Ou au moins les coachs ont un circuit, tu vois, pour aider. Pas eux qui vendent parce que c'est trop risqué et ils ont une carrière et que souvent les coachs ne peuvent pas vendre en direct. Donc je pense qu'il y a des petits filons, tu vois, où le gars connu de la salle que tout le monde connaît parce que il vend, etc. Il a du stock à la maison, mais je pense que le mieux c'est qu'ils viennent avec et c'est des cachets comme lambda, comme. Hier on était au Meet
t'as croisé comme moi Terence, t'as croisé comme moi probablement Brion, Sibom, tout ça. Toi et ton compétiteur, avoir été à côté d'eux, est-ce que par rapport à toi, de ta perception, ils sont si énormes que ça et c'est si inatteignable, ou tu te dis, Ouf, bah après, vu que là, je pense ils ont pas rechargé à fond. Je les voyais plus gros sur les réseaux que, Ouais. je sais pas toi, hein, mais Ramon, je le voyais beaucoup plus gros en vrai. J'avais l'impression qu'il était beaucoup plus gros sur les photos que ce que j'ai vu. Ou Sebum, après, il est habillé lui, donc c'était plus compliqué. Mais je le voyais plus gros. Wesley m'a impressionné. Wesley est Parce qu'il était en impressionnant, mais il est débardeur grand aussi. Ouais, il était en débardeur aussi. Et ça m'a impressionné. Après, ça m'a impressionné. Et après, quand je vois les photos où je suis à côté, c'est impressionnant. Ils ont une qualité musculaire, une sèche hors du commun. Mais je me dis, ça peut être atteignable. Si tu as la génétique, Ouais. si tu as la chance, etc., et que tu fais les choses bien, ça peut être atteignable. C'est comme tout. En fait, tu prends moins une claque que quand tu es derrière ton écran. Ouais, totalement. Quand tu les vois en photo et que tu es sur Instagram, tu te dis, impossible. Quand tu les vois en vrai, que tu poses à côté, quand tu fais des photos à côté, c'est là que tu vois la vraie. Parce que même dans les backstage en amateur, je vois les mecs, on est tous là, c'est cool parce qu'il y a une bonne ambiance, tout le monde se dit « Ah, t'es énorme !» Enfin, tous, non. Les gars cool, par exemple, le premier de Malkaté, il vient me voir « Ah, putain, t'as un bon physique, etc. » Alors que lui, il a un physique exceptionnel, tu vois. Une condition, mais il vient, il discute. Pour lui aussi, t'es un adversaire, tu vois. Mais on s'en fout. On est dans les backstage, il n'y a plus rien à jouer. Qu'est-ce que tu veux faire? Si, le faire stresser un petit peu pour qu'il fasse de l'eau, mais bon, Ça a aucun intérêt. aucun intérêt. Les dés sont lancés, donc il y a une bonne ambiance avec la plupart des gens, tu parles, etc. Et je trouve ça intéressant. Et tu les trouves énormes, et après tu vois les photos sur scène et tu te dis « Ah non, en fait, ça va, franchement, moi, tant que j'ai pas vu les photos sur scène, je me trouve dégueulasse. Ouais. Je me trouve dégueulasse en temps normal tout le temps. Mais, comme beaucoup de body. Hein. Mais quand tu vois les photos sur scène, tu fais « Ah bon, ça va. Je suis pas si maigre, tu vois, je suis pas si gros, je suis pas si gras, je suis pas si ça. Ah si, en fait, putain, je le voyais avoir un dos énorme. Putain, mais je le Je lui mets une misère. et je le défonce. Tu vois, ça te rassure, tu vois. On va revenir après sur tu sais, la bigorexie ou tu sais, la vision que tu as de ton propre corps. On va revenir un peu après. Mais moi, je voulais revenir vite fait aussi sur ce que tu disais sur le mythe et tout. Sur les réseaux, j'ai pas l'impression qu'on voit une si grande différence entre classique et open. Par contre, dans la vraie vie, Ah, mais là, si, totalement. Ouais, c'est vrai. j'ai vu Andrew Jacked passer. Tu sais, on dirait. Alors, c'est Guillemette qui était là hier qui a fait la remarque. Elle dit ah, quand il a un pull à manches longues, on dirait qu'il a tu sais, les costumes de muscles Ouais, que tu achètes putain. dans les magasins. Il est. Ah, si, c'est vrai. Et Andrew Jacked, moi j'ai Après, trouvé ils ça sont plus petits. ultra. Andrew Jacked est quand même pas mal, grand. Ouais. Il fait plus d'un 80, je crois. Ouais, non, c'est vrai. Non, je l'ai vu passer. Non, mais c'est vrai que la différence quand tu vois Sebum sur Internet, que tu le fais poser à côté de. Andrew Jacked ou quoi. C'est ça, tu te dis, ah, ils sont aussi. Mais en vrai, Ah, dans la vraie vie, c'est différent. non, il y a une différence. Dans la vraie vie, c'est différent. Et ils paraissent énormes, ils sont parfaits. Mais même, je trouve, hier j'ai vu Théo, le guerrier et cet animal, à côté des plus gros là que j'ai vu passer. Je reprends Andrew Jack parce que c'est celui, quand je l'ai vu passer, je me suis dit, oh putain. C'est pareil, j'avais vu Yann Vallière dans la vraie vie. C'est pareil, j'ai eu le oh putain. Je sais pas si t'as déjà vu l'animé Baki. Ouais. J'ai l'impression qu'il Ah, sortait ouais. de l'animé Baki. Les mecs, il y avait des muscles dans le dos abusés. Super impressionné. Mais ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une grosse différence entre le top Olympia Ouais. et même des Et le reste. classiques top classiques. Ouais. C'est un autre monde. Mais c'est vrai que sur les réseaux, on n'a pas l'impression. On a l'impression que tout le monde est énorme et. Je prends pas compte, et ouais. sec. Mais après là, j'attends de voir Bumstead et Ramon plein. Parce qu'il paraissait plat de. Ouais. Après, là, tu vas aller au final. Je sais pas encore. Je pense que ça Je peut veux être. voir l'expo, je veux voir comment ça se passe. Ouais. Ça me tente bien, mais C'est cher. ouais, tout est cher. Ah, nous, on a pris les places très très tôt quand elles sont sorties. Ouais. On en sortait sorti pour $150 par personne. Mais ça reste plutôt cher. Ah, ouais. C'est un sport très cher. Et même pour que les personnes viennent te voir quand tu concours en amateur, c'est hors de prix. Je trouve ça un peu bête parce que du coup, ça limite le nombre de gens qui pourraient t'intéresser, qui pourraient s'intéresser. Ou même pour toi, pour que ta famille l'accepte, tes amis l'acceptent. Tu peux pas les inviter à une compète. Même une amateur en Espagne, c'est 50-70 balles. Et t'as pas envie de mettre 50-70 balles pour voir un mec passer 10 minutes, t'as beau être ton meilleur ami.
Surtout que les Si t'es compètes pas amateurs, en passionné, général, c'est un peu. Je veux dénigrer aucun amateur, mais c'est souvent assez chiant parce que c'est très long. Parce que beaucoup d'amateurs participent dans plusieurs classes. c'est ça. Et A, du B, coup, tu C, vois les D, mecs, tu les revois passer plusieurs fois, peut-être parfois sur la même musique. c'est un peu con. Je sais que ils ont besoin d'argent parce que les licences coûtent cher Ouais. pour faire les compètes. Mais j'ai l'impression pour moi qu'on pourrait amener plus de monde et que ça soit mieux vu pour ta famille, tes amis, si tu peux les inviter et qu'ils comprennent le délire. Tu vois. Bon, c'est 10 minutes sur scène, etc. Mais qu'ils comprennent l'ambiance, la compétition, toute cette vision en fait que toi tu peux avoir. Alors que là, bah, tu peux pas les inviter parce que eux ils vont voir que bah, c'est hyper cher, que c'est hyper loin parce qu'il y en a pas partout. Par exemple en France il y en a que à Lille. Faut y aller à Lille. Hein. Ici, il y a aussi Colmar. Ouais. Il y en a 2. Mais tu sais en NPC, Ouais, si tu veux faire que NPC. Ouais, bien sûr. Et je trouve ça. Là, il y a une nouvelle fédération PCA qui va arriver. C'est en Dordogne. J'y suis allé toute mon enfance en vacances en Dordogne. C'est assez paumé pour y aller, tu vois. C'est des petits trucs à la con, mais pour y aller, c'est chiant. Et je trouve que c'est un frein pour le développement de ce sport et qu'on l'accepte et que les gens qui en face soient mieux acceptés. Pourquoi ils ont tenu une diète, pour quelles raisons, pour quel physique ils vont sortir. Pourquoi ils l'ont fait contre qui, tu vois, que les gens comprennent que tu as tenu une diète parce que le mec à côté, il est énorme et que tu voulais le battre et qu'ils comprennent que c'est un sport comme un tout autre sport où il y a... c'est un sport solitaire mais où il y a quand même un duel à la fin et tu as besoin d'être au top du top et que tu as besoin de te serrer la ceinture pour y arriver. Et je trouve que si les places étaient moins chères, on aurait plus de monde. Et je pense qu'ils pourraient faire autant d'argent, mais ça c'est ma vision des choses, parce que plus de monde... et puis même pour vendre plus de choses sur les stands, tu vois. Je trouve ça un petit peu bête. Tu as dit un truc intéressant tout à l'heure sur le rapport à ton corps. Alors aujourd'hui, tu es très musclé, c'est indéniablement, pour 100% de la population est d'accord. Toi, quel est le rapport? Est-ce que tu te vois justement musclé? Est-ce que tu as conscience de faire partie des 1%, j'ai pas le pourcentage exact, mais tu m'as bien compris, des plus musclés? Est-ce que tu en as conscience de ça? Est-ce que tu le réalises? Ça dépend des jours. Il y a des jours, tu vas... Pour cette année, pour la compète, je me trouvais dégueulasse. Je savais que j'avais pas la condition, etc. J'en étais conscient. Pour la compète, je me trouvais dégueulasse pour m'entraîner à la salle. Même aux États-Unis, ce qui m'a impressionné, c'est que j'étais pas dégueulasse pour un Français qui s'entraîne dans des salles américaines où je pensais que le niveau, il y avait que des Mister Olympia ou des top 10 amateurs dans toutes les salles. Et du coup, en fait, je me suis trouvé bien. Les gens venaient me parler, me dire « Oh, t'as un bon physique, etc. » Du coup, ça m'a rassuré. Après, du coup, je me vois toujours mes défauts, etc. Ça m'a quand même... C'est comme hier, il y a des gens qui sont venus faire des photos avec moi lors du meeting. Ça te rassure, tu vois, mais tu veux toujours plus. Tu te dis, tu sais que toi, ce qui te manque, tu vois, c'est une balance. Il y a des jours où tu te dis, t'es bien, tu sais que t'es bien, que t'es plus musclé que du coup la plupart des gens. Et même là, pour moi, je me suis entraîné dans 4 ou 5 salles différentes aux États-Unis. J'ai toujours été dans les mieux de la salle, alors que je pèse que 80 kilos, tu vois. Mais ça fait plaisir. Je m'entraîne en Espagne dans une salle où il n'y a que des monstres. C'est motivant, mais des fois, c'est un peu, tu te dis, je suis pas bien, tu vois. Ça dépend des jours. Mais après, en soi, au fond, tu veux toujours mieux. Il n'y a jamais un moment où tu te dis, je suis parfait. Alors oui, mais donc pour moi, j'essaye de dissocier aussi le monde du bodybuilding où tu vas sur scène 3 jours dans l'année, admettons 5, tu fais 5 compètes, et la vie de tous les jours où c'est ton corps que tu vois quand tu passes devant la glace. Tu as quand même conscience d'être très musclé, je veux dire, tu te vois pas non. fini. Non. En fait, je veux dire... Après, ça dépend du contexte. Ok. Ça dépend dans quelle salle tu te trouves. Ouais. Ouais. T'arrives quand même. Une salle où il y a que des... Là, tu vas à Titan Fitness à Alicante. Ils sont tous monstrueux et secs à l'année. Ouais. T'as des bench physiques qui sont 10 fois plus gros que toi. Mais tu vois, c'est motivant parce que du coup, t'es dans une ambiance body. Mais tu te dis, ah putain, je suis maigre. Mais c'est fou parce que malgré tout, t'as un physique qui est compétitif aujourd'hui. Là, on lève les caméras, on va marcher pendant 20 minutes dehors. Bon, allez, peut-être pas en ce moment parce que c'est Olympia, donc il y a beaucoup de gros, mais on va marcher n'importe quelle ville du monde, 20 minutes dehors, on croise pas un mec qui est plus balèze. Et pourtant, t'arrives à te trouver skinny, tu vois, il y a quand même un... J'en suis conscient. Tu vois ce que je veux dire? C'est le plus gros problème, je pense, de ce sport. C'est... Enfin non, je pense après dans tous les sports, on voit toujours... Est-ce que Big Ramy, à son prime, admettons, qui est un mass monster et qui a gagné Olympia, est-ce que tu penses à son prime, lui aussi, se sent skinny? Skinny, non. Imparfait, oui. Imparfait. Tu vois,
Je pense pas qu'il puisse se trouver skinny parce il doit savoir qu'il est dans le plus gros de la planète. Mais je pense que du coup, il se voit et il se dit que je manque de ça. J'ai une trop grosse taille. J'ai ci, j'ai ça. C'est pour ça qu'il a pas concouru. Il concourt pas cette année. Hein. Non, mais en même temps, son physique est fatigué aussi. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est même, tu vois, il y a des choses qui. Alors que s'il était super sûr de lui, il est dans les plus gros. Il est Mister Olympia. Il est le plus gros de la planète, quasiment à l'heure actuelle. Tu vois, Ouais. mais il va pas concourir. C'est que il n'est pas à 100% sûr de lui et que pour lui, c'est pas. Je suis un monstre. Je vais tout gagner. Je suis Mister Olympia. C'est voilà, tu vois, il y a quand même. Peut-être c'est ses coachs qui le conseillent, hein, mais tu vois que du coup, il y a quand même une certaine. Tu vois, il est conscient et inconscient de son corps. Il sait qu'il va pas être à la hauteur, mais il sait qu'il est au Mister Olympia. Tu vois. Je pense que tu vois, c'est vraiment une balance qui est. On est vraiment à la limite. Il y a des jours où on va se trouver bien, des jours où on va se trouver mal, des jours où on se trouve très musclé, des jours où on se trouve pas assez musclé. Mais pour la plupart, je pense qu'il y a quand même un fond où on sait ce qu'on est, mais c'est qu'on veut toujours mieux. Est-ce que des fois, tu as envie d'abandonner carrément, d'arrêter le body? De juste maintenir et passer à notre sport? Ouais, ça arrive. En prépa, quand tu te vois... Là, par exemple, quand je ne voyais pas assez sec, etc., ouais. Après, tu te vois à la salle congestionné, tu te dis, putain, pour la vie de tous les jours, oui. Tu vois les photos sur scène, tu te dis, putain, et en fait, il te manque que la sèche. Après, j'ai essayé différentes méthodes pour sécher. Il faut vraiment que je me concentre sur celles qui fonctionnent. C'est pas les diètes strictes sur moi. J'ai testé avec des coachs. J'ai eu des coachs du Canada, des USA, d'Espagne et de France, des grands coachs, etc. J'ai testé plusieurs techniques avec eux. Et je vois que des diètes trop strictes, basses en glucides, etc., c'est pas ce qui me fait sécher, c'est pas ce qui marche. Le cardio, moi, c'est pas ce qui marche. Si je fais du cardio, je sèche moins bien que si je fais pas de cardio. Il y a beaucoup de gens qui vont dire s'entraîner 2 fois par jour, ça marche pas. Enfin, moi, ça marche très bien. C'est ce qui marche le mieux. Pas de cardio, 2 trainings par jour. Mais, ok, alors, tu dis il manque de conditions. Aujourd'hui, tu as déjà sauté le pas de prendre des produits. Qu'est-ce qui t'empêche de te dire j'augmente les doses encore plus pour sécher plus? Qu'est-ce qui t'empêche de pas... C'est parce que j'ai testé d'augmenter les doses, c'est pas ce qui marche. Ok. C'est pas parce que tu en vois plus que tu vas être meilleur, plus gros, plus sec. C'est quand même la psychologie des gens de se dire mais c'est ce que plus j'ai appris. tu gagnes en fait. parce que tu prends plus que les autres. Comme je te disais, j'ai eu des coachs canadiens, américains. J'ai été coaché par le coach de Logan Franklin. Ouais. Comment il s'appelle? Cash Guidry. J'ai eu Psycho. Et les protocoles sont beaucoup plus bas que tout ce que les Européens vont faire. Ok. La diète est totalement différente. On n'est pas que sur du riz d'Inde, etc. Il y aura des céréales, des céréales après l'entraînement, des pâtes, du riz, des trucs beaucoup plus différents, des cheat meals un peu plus souvent, des recharges, des décharges. Un protocole totalement différent que ce qu'on voit beaucoup en France ou dans la mentalité de beaucoup de coachs français qui sont bornés avec à l'ancienne un peu. À l'ancienne, qui prennent des produits, etc. et qui coachent des mecs avec des produits, hein, mais qui sont à l'ancienne ou qui vont te dire oh, le pic de glycémie, etc. À l'époque, on entendait faut pas manger le matin. Faut pas manger des carbs après 21h. C'est ça, les carbs à 21h, ou même tu vas faire un pic de glycémie et maintenant tu as de la crème de riz à tout va. Ouais. Les mecs qui cuisent leur avoine et la glycémie, elle s'affole. Tu vois. Et, alors qu'il y a quelques années, c'était la glycémie, il n'y a que ça à penser. Après, c'était la charge glycémique qui est beaucoup plus importante. Mais ça a toujours changé, mais on est resté sur des moods un peu à l'ancienne. Et j'ai beaucoup plus progressé avec moins de produits et des diètes plus flexibles que des diètes hyper hardcore. Poisson blanc, riz, asperges, 6 repas par jour, avec 2 fois du cardio, que quand je m'entraîne à ma façon, où je mange beaucoup plus flexible, que je m'entraîne 2 fois par jour, et juste je marche. Je marche je vais pas faire du cardio, juste j'aime marcher, je vais faire mes courses à pied. J'ai un truc intéressant, mais on en parlera après. Est-ce que tu penses réellement du coup qu'il y a un retard en France sur les connaissances et sur les méthodologies par rapport au Canada et aux États-Unis? Ouais, je pense qu'on est fermé à croire qu'il n'y a qu'une chose qui marche et qu'on n'est pas assez ouvert d'esprit que tout le monde est différent. C'est comme je te disais, moi j'adore le travail de Christian Thibodeau, un coach canadien, qui travaille sur tout ce qui est neurotransmetteurs, du coup en fait le fonctionnement du cerveau.
et pourquoi on est qui on est. En fait, notre personnalité vient de comment notre cerveau fonctionne, ce qu'on recherche, nos traumatismes, etc. Mais ça revient souvent à nos hormones, en fait. Les gens moi, je suis accro à la dopamine, en fait. J'ai besoin de faire des choses qui... L'adrénaline. C'est ça. Et du coup, en fait, ça va me faire que j'ai une telle personnalité. Il y a d'autres personnes, ils ont besoin de se montrer, d'être toujours devant, de montrer qu'ils sont les plus forts. Et ces personnes-là qui, par exemple, vont faire... la force va marcher beaucoup plus sur eux. C'est vraiment... je suis vraiment là-dessus et que tout le monde est différent. Il y a certains types de profils qui se retrouvent et qu'il faut adapter en fonction de ça. Il y a des choses qui vont marcher hyper strict et sur d'autres, faire du strict, ça va pas marcher. Mais alors pourquoi pourquoi on a si peu de coachs ou si peu de préparateurs en France qui s'inspirent de tout ça? C'est ça qui est bizarre aussi que je Parce que leur technique marche sur la plupart des gens. Parce que quand les gens où je coach, tu leur baisses les calories, ils vont perdre du gras. Ouais, ok. Tu leur mets du cardio, ils vont perdre du gras. Tu as les 10%, Donc en fait, on fait tu as simple. 20%, ça va pas fonctionner, mais on s'en fout parce que tu as tête de liste. Des gens que tu vas montrer tous les jours sur tes réseaux, Ouais. qui vont t'apporter des nouveaux clients, ça va marcher ou pas marcher. Mais ces gens-là, ça marche. Pourquoi chercher à compliquer et à devoir te trouver plus de travail et à passer 5 heures sur une diète alors que tu prends ton programme de diète que tu as de base, tu le modifies en fonction de la personne, de son poids, de sa taille, etc., de son activité physique, mais tu gardes le même schéma, sans se faire chier. Tu vois, à travailler, ou c'est comme les programmes d'entraînement. Là, grâce à Pierre, etc., on parle d'anatomie, etc., qui est pour moi une chose hyper importante pour la gestion de son entraînement. Mais avant, les mecs, ils mettaient le même programme à tout le monde. Ouais. Parce que, pourquoi se faire chier? Le programme personnalisé que tu refais en 3 heures. C'est ça. Pourquoi se faire chier à se dire, ah, toi, il y a ça qui va marcher, toi, il y a ça qui va pas marcher. Pourquoi? Tu vois, c'est la facilité. C'est le gain de temps et l'argent. C'est l'essence même du business. Hein. Mais il y a les gens qui vendent du Herbalife et des gens qui vendent des compléments de... Ça tire à balles réelles. Non, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. C'est comme tout. Il y a la facilité où tu vends et tu t'en fous de ce qui va en sortir. Ça va marcher sur 80% des gens. Ok, c'est bien. Mais sur 20%, ça va pas marcher. Et vu que moi, je fais partie de ces 20%, ça me fait chier de pouvoir faire ça, en fait, et de le faire. C'est pour ça que dans mes coachings, je joue beaucoup sur la morphologie, sur comment ils sont dans la vie, etc. pour trouver le programme qu'ils vont pouvoir suivre et tenir. Et sur lequel ça va marcher vraiment. Tu vois. Parce que je sais que ça marchera à 80% de faire une diète cardio, 2000 calories. En fait, toi, tu veux que tous tes clients réussissent, peu importe. Pour moi-même, devrait être la en fait, base, c'est en parce que si je vois déjà, en plus, même personnellement, des fois, je les partage pas parce qu'il y a une progression. Mais pour moi, c'est tellement minime que je suis pas assez fier de moi, de leur réussite, tu vois. C'est con. Hein. Et pourtant, il y a une grosse progression, mais pour moi, c'est tellement peu. Je me dis, je peux me faire. Du coup, Tu cherches toujours le petit détail. c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que je partage pas beaucoup sur mes réseaux. Parce que des fois, je me dis, on aurait pu mieux faire. Faut trouver... et après, ça se fait, hein, tu vois. On travaille ensemble. Ils restent avec moi pendant des années. Donc, c'est ce qu'il faut aussi pour les connaître. Il faut que ça marche sur tout le monde. Ça me fait chier si ça marche pas. Après, si la personne... C'est comme tout. Hein, le coaching, c'est vraiment quelque chose où ton travail est récompensé que si la personne est à 100%. C'est vraiment du 50-50. Parce que tu peux avoir le meilleur programme du monde, la meilleure diète du monde. Si le mec ne la suit pas, tu peux être le meilleur coach du monde, ça sert à rien. Tu peux lui envoyer tous les produits que tu veux dans les fesses. S'il ne suit pas, c'est rien n'est magique. Ça va peut-être fonctionner un petit peu si encore il s'entraîne, mais s'il ne s'entraîne pas et qu'il ne mange pas, t'as pas de résultat. S'il fait pas ses check-up, t'as pas de résultat. C'est le problème du coaching. C'est que tu dois trouver des clients hyper carrés qui vont suivre ce que tu leur dis. C'est pour ça que le mieux, c'est de s'adapter à eux. Et des fois, des gens qui font pas de compète, pourquoi leur mettre une diète hyper stricte avec du riz poulet et tu sais qu'il va pas manger parce que le midi, il est en déplacement. Autant lui trouver une alternative pour qu'il puisse manger ce qu'il veut, etc. Super intéressant. Est-ce que... alors, c'est impossible d'avoir 100% de tes clients qui sont satisfaits et qui ont des très bons résultats. Non. Est-ce que tu te sens coupable quand tu as un client qui n'a pas de résultat parce qu'il n'a pas fait le nécessaire, parce qu'il ne t'a pas écouté? Non. Tu te sens pas... J'essaye, je fais tout. C'est comme... Tu arrives à passer au-dessus? À force, ouais. C'est comme à la salle, quand je vois des gens qui font des mouvements où ils vont se blesser. J'ai pas envie de faire le je connais tout, etc. Mais quand c'est des mouvements vraiment hyper je l'ai pas fait. etc. Non. Des mouvements, tu vois, vraiment, ça te fait mal au cœur de les voir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'y vais, je leur dis,
Voilà, tu devrais faire comme ci, comme ça. Fais attention, c'est pour ci, pour ça, pour pas que tu le fasses blesse. Pour pas qu'il se blesse, alors qu'il ait du résultat. Après, tu vois, c'est pas mon truc. Je m'en fous un petit peu, mais c'est méchant, mais je veux pas qu'il se blesse. Parce que ça me fait mal aux yeux de voir ce qu'il fait. Mais après, s'il ne le fait pas, j'ai essayé de l'aider. Au bout d'un moment, je peux pas sauver tout le monde. Tu vois. Il fait ce qu'il veut. Je lui ai dit, ça soulage ma conscience. C'est vraiment personnel là-dessus. Je lui ai dit, voilà, il sait, il a les clés en main. S'il veut bien faire, il fait bien. Si je lui dis qu'il peut me demander s'il a un problème. S'il ne le fait pas, après, il ne le fait pas. J'y peux rien. Et après, les gens que je coach qui ne suivent pas ce que je leur dis, etc., je ne vais pas reprendre leurs sous. Je leur dis que ça sert à rien qu'on continue. Tu fais pas tes check-up. Je vais venir 1-2 fois te demander tes check-up. Tu me vois pas. Et ben, on ne se parle plus. Je t'envoie plus de programme. Parce que on s'est contenu dans ce qu'on a dit, c'est tu fais les check-up toutes les semaines. Et c'est comme ça que je peux modifier ta dette et ton training. Tu le fais pas et je peux rien modifier. Je vais pas te modifier si je ne sais pas ton physique. Et tu peux m'envoyer ton poids. Mais le poids, ça veut rien dire. Ton poids, tu peux m'avoir pris perdre 3 kilos, mais tu as perdu 3 kilos de muscle parce que tu as fait de la merde. Ou tu as perdu 3 kilos, mais tu as pris 1 kilo de muscle et tu as perdu 5 kilos de gras, ou du glycogène, ou n'importe. Et du coup, voilà, j'essaye. Au bout d'un moment, tu me réponds pas, ou tu réponds en retard, ou tu fais pas tes 1000 ans, bah voilà. Bah, on n'est pas fait pour être... Enfin, c'est pas très business, hein. Je suis tout à fait d'accord. Mais je vais pas te prendre de l'argent alors que tu fais pas et que moi, ça m'apporte rien par la suite. C'est tous les gens que je coach, je veux que ça soit une publicité pour les prochains gens que je coach. Avec le bouche à oreille. C'est ça. Je veux qu'ils soient contents et qu'on ait du résultat et qu'on montre que je sais donner du résultat à tout type de personnes. Par exemple, du coup, avec mon mode de travail, j'ai des femmes obèses, comme des femmes skinny, des hommes qui font de la muscu, des hommes qui s'entraînent à la maison. Et après, j'ai des gens qui sont athlètes et qui font des compétitions. J'ai coaché ma première bikini, etc., qui a fait sa première compétition. J'ai de tout. Mais je veux que je réussisse à avoir un bon résultat sur tous et qu'ils soient contents et qu'ils s'attendent à les résultats qui sont possibles. Je leur préviens de tout. Moi. Je suis honnête, je ne vais pas leur promettre Déjà, je leur promets aucune perte de poids. Je vais perdre 10 kilos. Non. On verra. On verra. On fait photo, poids, mesure. On avance pas à pas day by day. Poids, je le veux, mais tu ne s'en fous. On regarde, on prend des mesures et on voit ce qui évolue. Et voilà. Et je ne fais pas de promesses là-dessus et à n'importe qui. Je peux te ramener rapidement sur une question sur les produits. Je pense que c'est important et intéressant. J'imagine que tu prends pas toutes les mêmes doses toute l'année. Peut-être que même à certains moments, tu es peut-être même off. Est-ce que mentalement, t'as pas des gros downs? Je sais que c'est assez connu d'avoir des gros downs après une compétition quand tu commences à être off. En fait, le gros down, que ce soit produit ou pas produit après une compétition, c'est que quand tu recommences à prendre un peu de gras, tu t'es vu avec une forme où tu voyais tous tes muscles, tous tes détails. Et du coup, quand tu reparais plus gras, tu parais moins musclé. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bodybuilders qui en parlaient, ça commence un peu à se libérer la parole là-dessus, de la dépression qui vient par la baisse de la testo. Est-ce que c'est un truc réel? Je pense que oui, ça peut. Mais après, je sais pas si c'est vraiment la baisse de la testo ou l'après-compète. Parce que je pense que tu peux prendre de la testo après-compète, que les produits aient en TRT ou n'importe, ou continuer un cycle. Mais le fait juste de prendre du gras par rapport à ce que tu t'es vu avant, parce que ce qui nous fait vibrer, c'est d'avoir la définition des stries partout. Tu te regardes dans le miroir, du coup, quand tu es plus sec, tu te parais plus gros. En fait, le fait d'avoir un peu plus de rétention d'eau, un peu plus de gras, tout simplement, je pense que rien que ça peut y jouer, en fait. Difficile. Que même si tu te charges toute l'année, qu'après compète, le fait de te voir plus comme sur scène, c'est ça qui te fasse plus de dépression que Après, oui, c'est sûr que ça peut y jouer. Hein. Ça dépend des personnes et je pense que, comme on disait, ça dépend de ta personnalité. Mais je pense qu'il y a plus ça, le visuel. Parce que c'est comme quand, par exemple, là, j'ai fait des photos, je me trouvais bien, mais pas top pour la compète. Mais je sais que quand je vais les regarder dans 2 semaines, 3 semaines, parce que j'aurai repris du gras et de la fat, je vais me dire putain, j'étais trop bien. C'était incroyable. Et là, je vais les poster sur les réseaux. Là, j'ai rien posté ces dernières semaines de trop sur les réseaux parce que je me trouvais pas bien, pas top pour la compète. Mais je sais que dans 3 semaines, je vais regarder les photos, je vais faire putain, là j'étais bien, là j'étais sec, tu vois. Et c'est ça. Et du coup, je suis désolé, la question va être dure. Est-ce que tu as l'impression du coup d'être accro au produit et de pas pouvoir faire sans maintenant? Pour les objectifs, impossible sans. Mais je veux dire, au-delà de ça, est-ce que tu le verrais pouvoir arrêter? Si ma santé se déclinait et que j'aurais pas le choix, ouais. Mais
Sinon, je pense que je serais en TRT toute ma vie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc qui est assez addictif, où beaucoup te disent c'est impossible de faire un cycle, un seul cycle, et s'arrêter. T'as l'impression En fait, qu'une fois que tu commences, tu peux pas revenir en arrière, entre guillemets. Si tu as fait les choses plus ou moins bien, ouais. Les gens qui ont fait des cycles et qui n'ont rien fait, qui savent pas manger, qui savent pas s'entraîner, et oui, ils ont pris 5 kilos mais qui ont tout perdu d'après, ils vont dire que c'est de la merde. Mais les gens qui font ça bien et qui perdent pas beaucoup de muscles après parce qu'ils ont fait ça bien, ouais. Mais les gens qui prennent 10 kilos et qui les perdent parce qu'après ils arrêtent tout, ils arrêtent la salle et tout, eux ils peuvent faire qu'un cycle et se dire ah c'est de la merde, ça marche pas, c'est juste de l'air. Mais si tu t'entraînes toute l'année, tu fais un cycle, tu prends 1-2 kilos propres, t'arrêtes, tu perds 500 grammes, 1 kilo parce que tu perds du glycogène, tu perds du volume et que tu reprends, etc. Ouais, ça c'est addictif. Mais je pense que tu sais, t'as beaucoup de gens dans la salle qui disent ah moi j'en ai pris, j'ai tout arrêté, ça marche pas, j'ai pris 10 kilos, j'ai fait, il a tout arrêté, tu vois. Ils ont fait ça pour l'été. Et ceux-là, eux, ils arrivent à arrêter. Mais quand t'es dedans et que t'as vu ou que certaines choses, ça modifie vraiment ton comportement, ta vie de tous les jours, à part que c'est chiant de se piquer, c'est vraiment, tu te dis, oh, fais chier, c'est aujourd'hui. Les premières fois. Mais en plus, tu vas te sentir un peu junkie les premières fois, non? Non, les premières fois, t'es content. Enfin, Ok. moi, je sais pas, c'était le truc, l'interdit, le truc qui va te faire évoluer. Tu te dis, ah, c'est aujourd'hui, vas-y, t'es trop fier. Et puis maintenant, c'est putain, c'est aujourd'hui. Ça casse quoi. Mais tu sais que tu dois le faire pour la compète. Mais est-ce que ça t'a vraiment changé tes sensations d'entraînement? Genre, je sais qu'il y a un truc où je parle avec pas mal de monde et il y a des gens qui me disent écoute, c'est plus pareil. De s'entraîner, C'est moins bien. tu t'ouvres les portes et là d'un coup la congestion, l'excitation de l'entraînement, le surtout le visuel. Enfin, moi, du coup, sur ma personnalité, je cherche le pump, j'adore c'est mon visuel qui m'apporte plus que mes performances poussées. J'ai dû faire un 180 au bench, tu vois, mais c'est pas ça qui m'anime. Ouais. Je vais pas recommencer à faire du lourd. Maintenant, j'ai peur de me blesser, certes, mais ça n'a jamais été ça les performances. J'ai jamais regardé le poids que je mettais sur les machines, en fait. Je le fais pour me surcharger progressivement, mais c'est pas ça qui me fait. C'est vraiment mon physique, que j'ai bien travaillé, que je vois que mon dos est congestionné de partout, que les zones que je voulais travailler ont travaillé. C'est ça qui m'anime. Donc, du coup, moi, c'est plus le visuel avec les produits qui, quand je suis off, là, moins de congestion, moins de veines. Moins d'envie d'aller à la salle? Non, parce que même des fois, Non. ton produit, t'as moins d'envie. Ok. Il y a des moments où c'est comme tout, t'as pas envie. Tu sais pas pourquoi. Tu te vois mal. Tu te dis, putain, pourquoi je fais ça? T'as l'impression de pas Parce que évoluer. je trouve qu'il y a quand même une glorification dans l'inconscient collectif de se dire t'es toi en tout le temps happy et tout le temps. Je sais pas si tu l'as déjà entendu ce discours-là. Ouais, mais Peut-être de se dire le mec il prend des produits, il rentre dans la salle et c'est le king. Il se sent bien, il se sent lumineux. ça dépend de ta mentalité. C'est comme tout. Je pense que ces gens-là, c'est plus des gens qui. Tu vois, c'est intéressant parce que ce discours-là, je pense que c'est important de le dire, je l'ai pratiquement jamais entendu dire que non, c'est pas forcément vrai. Non, t'as des moods et comme c'est hormonal, ça dépend de tes hormones déjà de base. Si ça dépend beaucoup de ta personnalité. Si ta personnalité, ouais, c'est d'être le plus glorieux, le meilleur, qu'on parle que de toi, d'attirer l'attention, ouais, ça va t'exacerber. Et après, oui, ce sport attire beaucoup ce genre de personnes parce qu'ils ont ce besoin d'être glorifiés, d'être le meilleur, d'être le plus vu, etc. Mais après, tu as d'autres personnes où j'ai jamais cherché de reconnaissance dans ce que je fais, où j'ai un problème, je trouve que c'est jamais assez bien ce que je fais. J'étais pompier, militaire, mais j'ai beau avoir fait des missions, sauvé des gens quand j'étais pompier, etc. J'ai jamais cherché le mot merci. Et je me suis dit comment j'aurais pu faire mieux. Parce que c'est un problème, je cherche toujours. Comment dire? J'ai toujours besoin. En fait, dans ma vie, on m'a toujours dit que c'était jamais assez bien. Et j'ai ce problème-là. Et du coup, en fait, c'est toujours ça. Donc, c'est pas quand je vais à la salle que je me dis que je suis le meilleur. En fait, t'es resté toi-même. Ouais. Mais alors, du coup, c'est bizarre parce que. Attends, je comprends pas. Tu prends des produits et j'ai l'impression que si je t'insulte, tu vas pas me casser la gueule. Pourtant, normalement, les bodybuilders, ils sont super agressifs. Tu connais ce préjugé-là, on est d'accord, on en a parlé tout à l'heure. Mais en fait, pour moi, si t'es con, t'es con. Et surtout, ce qui joue le plus, c'est ce que tu vas penser. Ouais. Il y a des gens, ils prennent une testo énantate, ça met 3 semaines à monter.
ils se l'appliquent le matin, l'après-midi, sur « Ah, je suis plus vénère, j'ai envie de taper tout le monde. » Mec, C'est placebo. c'est dans ta tête. Et il y en a beaucoup, c'est ça. Pour la majorité des gens, je pense qu'il y a beaucoup de placebo sur le fait où ils ont lu les effets que ça pouvait avoir et ils vont avoir tous les effets. Et même des effets secondaires, comme je te disais, si les moments où tu penses à la gynécomastie, des gens qui ont peur de la gynécomastie vont en faire plus facilement que des gens qui s'en battent les couilles, Tu y penses tous les jours, donc tu l'invoques. qui s'envoient 3 grammes. Mais je pense que, après, c'est comme je dis, quand j'étais plus jeune, je voulais pas aller à l'école, je me disais à 3h du matin, je me réveille, je fais semblant d'être malade. Et à 3h du matin, sans réveil, je me levais et j'allais aux toilettes, je faisais semblant d'être malade. Et le lendemain, je disais, ah, je suis pas bien à ma mère et j'allais pas à l'école. On peut, et c'est connu que le placebo, c'est comme ça qu'on teste tous les médicaments. Hein. Et c'est pour ça que tu peux lire des études sur la testostérone ou sur l'aspirine. Il y a des gens qui, avec un placebo, ont eu les mêmes résultats que des gens sous aspirine ou sous testo, parce qu'ils se l'ont dit. À moindre, tu vois, Ouais, bien sûr. mais le placebo, ça fonctionne. Et je pense... Comme le nocebo d'ailleurs, du coup. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... c'est juste ça, en fait. Ils se disent, oh, je suis sous testo, je suis plus con. Ou l'entourage. Si ta copine sait que tu es sous testo, elle va croire que tu t'énerves plus vite. Alors que si elle ne le sait pas, C'est ce que tu m'avais ce que je raconté. j'ai eu des relations où je disais rien. Et quand je leur... enfin, elles savaient que je l'ai déjà fait dans ma vie. Mais au début, je disais rien. Parce que c'est... Tu vois, je le faisais comme je le faisais. J'étais chez moi. Sans en parler. Et après, le jour où elles le savent, ah, tu t'énerves plus vite. Non, ça fait 2 mois que je suis en cycle. T'as rien vu. Ça n'a rien changé. Par exemple, bah, j'étais sous traîne il y a 2 mois. T'as rien vu du tout. Parce que moi, ça me change rien. Ça me change pas ma libido. Ça me change pas mon humeur. Ça me change rien du tout parce que bah, je reste moi-même. Voilà. Après, si ça m'arrête d'être plus émotif parce que je suis quelqu'un d'émotif de base. Tu l'as vu tout à l'heure. Et ça peut jouer là-dessus. Mais après, en fait, c'est comme on disait, ça exerce ta personnalité. En fait, faut être intelligent, se comprendre Et savoir ce que tu et fais. savoir se moduler aussi. Faut se contrôler, en fait. Se contrôler. C'est comme tout. C'est comme je te disais, on reste des animaux. Si tu ne te contrôles pas, en fait, c'est l'anarchie. Il y a des gens, ils n'ont pas de contrôle. C'est pour ça qu'ils font des conneries, qu'ils finissent en prison, etc. Parce qu'on reste animal et si tu t'écoutes pas et que tu ne te contrôles pas sur certaines choses, bah, ton instinct, pour moi, animal... pour moi, un humain, ça reste un mammifère, donc on reste des animaux. Si tu te contrôles pas sur certaines choses, si tu n'as pas conscience de ce que tu es et de la personne que tu es, bah oui, tu fais de la merde. Et du coup, je pense que oui, après, les produits, ça n'aide pas certaines personnes. Je pense qu'on pourrait parler pendant des heures, mais faudrait pas non plus que ça dure des heures. Je pense qu'on va se couper le podcast ici. Et je sais pas si sur quel réseau les gens pourraient te suivre. Instagram, surtout sur Instagram. Après, c'est par moments où je poste c'est mon mood des moments où je me sens bien et du coup je poste tout le temps. Et des moments où j'ai pas besoin. Il y a des moments où j'avoue avoir besoin de me montrer, de me dire putain je suis bien et que le genre. De recevoir les Et d'autres compliments. moments où je m'en fous totalement. C'est comme c'est pour ça que je fais pas. J'ai tenté de faire des vlogs, etc. Mais j'arrive pas à me filmer à faire tout ce que je fais parce que je profite du moment. Ouais. C'est comme j'avais envie de faire d'annoncer qu'on faisait un truc ensemble. Mais je suis tellement zappé en fait. On discute et tout. Ouais, t'as raison. J'oublie de prendre des photos. C'est pour ça que je poste pas tous les jours des photos d'Orlando, des Miami, etc. Profite. Je kiffe à mort. Hein. C'est trop bien. C'est super cher. La vie est super chère. Si tu fais pas 8 000 € par mois ici, tu n'es qu'un smicard. À 8 000 €, t'es un smicard aux États-Unis. Hein. Pour ceux qui veulent y vivre. Ah, c'est vrai que c'est cher. Par contre, niveau voiture, c'est une tuerie. Donc du coup, moi, c'est Arthur-du-bas old school. Et voilà. Et après, là, j'ai commencé à faire des t-shirts pour moi-même. Incroyable. Et Strigger. Je pourrais pas mettre malheureusement. Parce que du coup, j'aime bien faire les choses différemment et du coup, faire les choses pour moi que d'acheter des marques. Je vais acheter des marques là à l'Expo, hein, c'est sûr. Mais ça va être très cher aussi d'ailleurs. Oui, j'aime bien faire des choses personnalisées. Et écoute, ce serait un plaisir de reparler avec toi sur d'autres sujets, sur d'autres formats. En tout cas, c'était super intéressant. Puis j'espère que vous avez bien aimé le podcast. C'est bon, on a bien filmé. On a bien filmé. Et écoutez, je vous remercie. On se retrouve du coup samedi prochain pour un autre épisode. Et à salut. Salut!